Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour l'invité de la semaine. On poursuit notre tour d'horizon des différents candidats à l'élection à la mairie de Nîmes, 23 et 30 mars prochain, avec peut-être le moins connu de tous, Jean-Louis Volbert. Écoutez, comme ça vous le connaîtrez un petit peu mieux. Jean-Louis Volbert, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidat à la mairie de Nîmes, sans étiquette, avec une liste dont vous allez nous parler d'ailleurs, Agir pour Nîmes. Jean-Louis Volbert, je sais que vous êtes pharmacien, mais encore. Bonsoir Monsieur Castelli, merci de me recevoir. Je suis très honoré d'être présent ce soir avec vous. Alors la liste Agir pour Nîmes est effectivement une liste sans étiquette, et ce qui ne veut pas dire sans sensibilité. Alors justement, cette sensibilité, voilà. Vous la situez comment? Alors, le positionnement de cette liste est très large, et pour deux raisons. La première des raisons, c'est que moi et mes colistiers, comme beaucoup de Nîmois, nous nous sommes sentis trahis par les représentants des partis comme l'UMP, l'UDI ou le PS, où les valeurs et les promesses n'ont pas été tenues, loin s'en faut. Alors, votre parcours en politique est récent. Vous avez un petit peu plus de 60 ans, mais vous vous êtes découvert une passion pour la chose publique assez récemment. C'est lié à quels événements? Alors, ce n'est pas réellement une passion, c'est simplement le constat que j'ai fait sur pas mal de choses, puisque aujourd'hui, tous les indicateurs de Nîmes sont dans le rouge vif même, que ce soit l'endettement, la fiscalité, que ce soit l'insécurité, le chômage, que ce soit l'illettrisme. Les médias nationaux s'en sont vraiment fait l'écho ces derniers temps. Et ma conclusion, c'est est-ce que c'est vraiment passionnément nîmois? Est-ce qu'il faut garder ce cap-là? C'est ma question. Et c'est ce qui m'a fait intervenir dans cette élection municipale, où ma formation de pharmacien m'a permis d'analyser un certain nombre d'événements qui se sont passés ces dernières années concernant des investissements lourds sur les grands travaux de Nîmes. Alors, vous nous avez expliqué, vous avez été particulièrement choqué, notamment par les travaux sur l'avenue Pompidou, où vous êtes installé, du reste, avec votre pharmacie, les travaux sur Pompidou, et puis également les travaux du trambus. Oui, effectivement. Ces travaux-là se sont succédés l'un sur l'autre, sans qu'on ait été vraiment informé de quoi que ce soit. On a été prévenu très tard, et lorsque j'ai voulu poser des questions, je n'ai pas eu de réponse. J'ai dû dépenser énormément d'énergie pour avoir des documents que j'ai fini par avoir. Les travaux sur oui. Alors le PPRI, le PAPI, etc., donc, qui sont destinés à sécuriser de façon partielle, mais améliorer en tout cas le problème des cadereaux et oui. Du cadereau d'Alès, de votre côté. Ce sont des dossiers qui sont quand même connus. Hein. La grande inondation de Nîmes, c'est 88. Les chantiers se sont succédés. Ça a été long, la mise en place. Il y a eu des débats là-dessus quand même, M. Volbert. Vous avez raison, M. Castelli. Sauf que ces travaux ayant eu lieu avant ce qui est sorti du PPRI, c'est-à-dire en février 2012, longtemps après le démarrage des travaux, il est ressorti que l'avenue Pompidou était toujours en aléa très fort comme précédemment. Donc la protection de ces travaux existe-t-elle vraiment si on voit que dans le plan du PPRI, on est toujours en rouge vif? J'ai une autre remarque, si vous permettez, M. Castelli. Pour terminer là-dessus, oui. Je crois que là-dessus aussi, la formation, en tout cas pour l'avoir relayée nous, elle a toujours été claire. Par rapport à un événement de 88, les travaux, quel qu'ait pu être leur prix, ne sont qu'une réponse partielle. Dire, personne, y compris ceux qui ont mené ces travaux, n'ont dit que c'était la garantie absolue, ces travaux, par rapport, là encore, aux millions de mètres cubes qui se sont déversés en 88. Je me suis permis de vous répondre ça parce que vous me questionnez sur les inondations de 88. Et donc, effectivement, on n'est pas garanti du tout et l'aléa reste identique. Est-ce que pour autant, il ne fallait pas faire ces travaux? La question se pose, puisqu'il y a un rapport qui s'appelle le rapport Martin de septembre 2006, donc avant que soit décidée cette convention, qui dit clairement, ces trois ministères, environnement, finances et transport, qui disent clairement
faire des travaux à l'intérieur de Nîmes. Dans le meilleur des cas, ça ne change rien. Tout est dit. Alors, pour revenir sur le PPRI, si vous permettez, oui. Monsieur Castelli, il y a donc cette avenue Pompidou qui est inchangée par rapport aux travaux. Mais il y a également la rue de la République et le tracé du trambus, qui sont une exception étonnante, qui dit que dans un quartier qui est inondable, le quartier de la République, on va rendre le tracé du trambus non inondable. Et le trambus, il a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il est 3 à 4 fois plus cher que partout ailleurs. La deuxième, c'est qu'il a interdit la circulation dans la rue de la République, mettant à mal tous les commerces, puisqu'il y a plus de 30 commerces qui ont fermé dorénavant et qui ont mis à mal également les propriétaires des petits immeubles dont les loyers ne sont plus présents. Et puis, il se passe une autre chose, c'est le PPRI, qui permet de dire que, à terme, on se pose la question du tracé du trambus, qui a peu de fréquentation. Pourquoi ne pas changer son tracé en voyant les dégâts considérables sur l'avenue et sur le centre-ville? Mais en mariant ça avec le PPRI, je me pose une question, puisque de R+1, c'est-à-dire une maison de 1 étage, comme c'est le cas sur toute l'avenue de la République, on peut demain construire, démolir, acheter pas cher d'abord. Premier point, acheter pas cher. Deuxièmement, démolir et reconstruire à R+3 étages, avec des commerces, comme il est dit dans la lettre du comité de quartier Montcalm République, soutenu par la mairie. Il est dit que les promoteurs attendent ça avec impatience. Alors, vous dénoncez un certain nombre de travaux, vous constatez un certain nombre de travaux, d'actions qui ont été faites par donc, la municipalité en place, menée par Jean-Paul Fernier. Au fond, vous proposez quoi, vous? Alors, on propose, dans un premier temps, des mesures d'urgence qui seraient, ou qui sont, d'ouvrir immédiatement la circulation à la ville, tout en démarrant des études très adaptées pour les transports en commun, à partir d'outils, qui sont des outils connus maintenant, qui s'appellent la géomatique et qui s'appellent les études de simulation dynamique. En gros, ça veut dire que adapter des transports en fonction de la largeur des voies, en fonction du trafic et en fonction de la densité des habitants et en fonction des pentes. Nîmes réunit ces critères-là. Donc, on ne peut pas faire un transport unique quand on sait qu'on a des critères aussi différents. La deuxième chose, c'est pour la sécurité, tout de suite, mettre en place une politique très simple contre ce qu'on appelle délicatement la paix sociale. C'est le coût de la paix sociale et que moi j'appelle... La paix sociale, ce sont les incivilités, c'est toléré, c'est toléré, et ça, j'ai eu des confirmations par la force publique, c'est toléré que des actions délictueuses soient réalisées, comme par exemple le trafic de drogue, qui sont très bien repérés dans pas mal d'endroits, ou bien des blanchiments d'argent dans certaines échoppes. Donc, alors, est-ce que c'est du ressort de la municipalité, ça, ou du ressort de l'État et des forces de l'ordre nationales ? Je pense des deux. Il y a la police municipale qui peut être très efficace dans ce domaine, et la police nationale, bien évidemment, et ils peuvent travailler ensemble. Je pense aussi que pour le citoyen lambda, elle a un double coût, cette paix sociale, ou ce laisser-aller social. Le premier coût, c'est que ces trafics ne donnent pas lieu à reversement de TVA, d'impôts et autres. Et le deuxième coût, c'est que indirectement, nos enfants sont les victimes et nous sommes les victimes parfois d'exactions. Alors votre solution, là, c'est quoi? C'est du recrutement, on entend beaucoup ça de la part des candidats, du recrutement de policiers municipaux, à mon sens, la création d'une police d'agglomération. Vous êtes sur cette voie-là? Pas du tout. À mon sens, on a déjà beaucoup augmenté les forces de police, mais si elles ne sont pas mobilisées là où il faut l'être, l'intérêt est un petit peu amoindri. Donc il faut vraiment que les vraies fonctions de la police municipale et de la police soient réalisées. Ensuite, ça part d'un tout, si vous voulez. Si le développement économique est à la clé, que les emplois sont retrouvés pour une partie, que les commerces retrouvent la vie, eh bien, toutes ces échoppes de mauvaise qualité disparaîtront d'elles-mêmes.
Et donc l'insécurité est une conséquence d'une politique de développement économique. La fiscalité également est une conséquence directe du développement économique. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on a une déliquescence du développement économique et qu'on a une accélération du chômage, une accélération de la fiscalité, une accélération de l'insécurité. Il est urgent de renverser la tendance. Pousser le développement économique, vous avez des pistes, des idées, des propositions? Nous avons quelques propositions. La première, c'est de ne pas réaliser le musée de la Romanité, dont le coût aujourd'hui est aux alentours de 100 millions, après avoir démarré à 60, et dont le financement n'est absolument pas garanti, et dont les coûts d'exploitation sont considérables, à mon avis, supérieurs aux recettes. La deuxième chose, c'est que ce musée... Alors ça veut dire qu'on abandonne le projet On abandonne le projet purement et simplement, et en lieu et place, on pourrait éventuellement trouver un très bel endroit pour faire des congrès. Il y aura un coût résiduel, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été engagées. Il vaut mieux un coût résiduel qu'un coût global insurmontable. Et il vaut mieux savoir s'arrêter quand il est encore temps. Mais alors pourquoi abandonner ce projet, même si il peut être critiqué comme tout projet, alors même que ça vient compléter ce qui existe déjà et que l'on doit à nos chers amis romains qui nous ont légué ce magnifique cadeau, les arènes, la maison carrée, etc. Pourquoi ne pas compléter cette offre-là, naturelle presque, avec un musée de la Romanité? Vous avez 100% raison, M. Castelli. Mais un musée de la Romanité, nous voulons le transformer en une sorte de parcours découverte de Nîmes antique, en remettant là où ont été trouvés les trésors et les vestiges romains, en les sécurisant, en les éclairant, et en mettant des applications sur des smartphones ou des tablettes pour redécouvrir ce qui se passait à l'époque en superposition, puisque maintenant on a des systèmes de géolocalisation qui superposent ce qui se passe sur la tablette avec le site. Et là, je pense qu'on aurait, dans toutes les langues, on aurait une richesse exceptionnelle que Nîmes pourrait revendiquer sans qu'on puisse la voler comme un Las Vegas, comme un Spirou, comme un Tintin ou comme un Disneyland. Alors, le temps passe. Jean-Louis Volbert, cette liste, est-ce qu'elle est bouclée? Est-ce que vous allez la mener jusqu'au bout? Et je complète, pourquoi ne pas vous associer à d'autres listes citoyennes? Je pense à celle de Éric Firoud, par exemple, que l'on a reçu sur ce plateau, et on l'a reçu également à Jean-Paul Boré. Pourquoi ne pas fédérer vos forces plutôt qu'au final les disperser et risquer d'être moins audibles? Vous avez raison également, M. Castelli. Je pense que nous avons des points de vue qui sont similaires sur le programme, et ça, c'est vraiment très réjouissant. Et personnellement, je ne demande qu'une chose, c'est que d'autres s'en emparent pour que Nîmes retrouve, et les Nîmois retrouvent un peu cette douceur de vivre qui nous manque tant. Après la violence, la douceur, ça ferait beaucoup de bien. Alors, se rassembler avec Éric Firoud, Jean-Paul Boré ou d'autres, oui. Mais ce qui était important... Alors, je ne vous ai pas parlé de Jean-Paul Fournier, visiblement ça semble mal engagé, mais je ne sais pas, peut-être d'autres également, peut-être Françoise Dumas, pourquoi pas? Non plus. Non plus parce que, si vous voulez, Françoise Dumas prend référence auprès des instances du PS, et je dois vous avouer que très récemment, l'association Anticorps m'a remis le prix citoyen de l'éthique, et que des grands dignitaires du PS ne sont pas du tout dans cette optique-là. Alors, pour en revenir à le rassemblement avec Éric Firoud et Jean-Paul Boré, ce qui me paraît très important pour moi, c'était de faire ces constats que personne d'autre n'a fait ou n'a osé faire. Parce qu'il faut peut-être un peu de courage, c'est sûr que je prends des risques et je m'y engage totalement, et que ceux qui souhaitent un avenir tel que nous le décrivons dans la liste nous rejoignent, et que effectivement... C'est un problème de leadership, vous préférez que ce soit les autres qui vous rejoignent plutôt que vous rejoindre Je n'ai pas d'ego particulier. Donc on peut très bien rejoindre les autres, il n'y a aucun problème. Eh bien, écoutez, on suivra tout ça. Début mars, il faudra déposer sa liste. Vous l'avez bouclée là, vous avez les quasiment 60 et quelques noms. 55. Jean-Louis Volbert était avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TV Sud. Merci beaucoup.